avant de commencer un peu, je vous dirais, cette présentation d'une vingtaine de minutes, à la Fondation d'Abitibi-Duquet, on tient toujours à reconnaître un peu que nous sommes sur un territoire non cédé autochtone, que Trois-Rivières était vraiment un lieu de convergence pour beaucoup de communautés des Premières Nations, dont les Atikamekw et les Abénaquis. Donc, c'était important pour nous de le souligner. Également, on tient vraiment beaucoup à remercier Équijustice pour justement cette magnifique invitation à parler de la question de la justice environnementale, notion qu'on ne connaît pas tant que ça, on n'en parle pas beaucoup au Québec, on parle beaucoup de justice climatique. Mon objectif un peu, c'est de faire une introduction dans la question de la justice environnementale et je ne suis pas un expert, là, pas du tout. Donc, si vous avez des questions pointues, vous pouvez me les poser, je veux juste dire je sais pas. Fait que c'est très correct. Et je tiens à souligner aussi les personnes qui sont en ligne avec nous ce matin. Je vais tenter de peut-être pas d'égaler le dynamisme de la soirée d'hier, parce que c'est impossible, mais d'arriver avec une conversation un peu dynamique, bien entendu, avec Jacques. Donc, merci encore une fois. Vraiment là, de cette invitation où on peut parler de la notion de justice environnementale. Et je tiens à souligner tout le travail remarquable que vous faites toutes et tous dans vos domaines respectifs. J'aime beaucoup me dire que je reviens un peu à mes premiers amours académiques. Lorsque j'avais fait ma maîtrise en études de conflit, j'avais fait un atelier de médiation puis de facilitation et j'en ai appris énormément tout au long de ces échanges avec l'équipe d'Équijustice et les échanges que j'ai eus hier. Donc, démarrons en grand pour parler de justice environnementale. Avant que je déblatère pendant une vingtaine de minutes, je voulais vous montrer un petit vidéo justement que nous avons fait lors de notre lancement du rapport de la justice environnementale en septembre dernier pour que tout le monde ait un peu la même base pour parler de cette question de justice environnementale. Il y a plusieurs endroits au Québec où des populations sont surexposées à des risques environnementaux. Par exemple parce qu'elles vivent à côté d'usines polluantes, d'autoroutes ou encore dans des quartiers où il n'y a presque pas d'arbres ou de parcs qui permettent de réduire la température lors de vagues de chaleur. En plus de ça, souvent, leurs voix ne sont pas entendues lorsque des projets qui affectent leur environnement et leur santé sont développés autour de chez elles. Ces populations, elles sont très souvent défavorisées, immigrantes, racisées, autochtones. Et ces situations, on appelle ça des injustices environnementales. On a déjà plusieurs preuves claires d'injustice environnementale au Québec. À Montréal, les personnes à faible revenu, immigrantes ou racisées vivent plus fréquemment dans les secteurs où il y a moins de végétation et où la pollution de l'air est la plus élevée. Autre exemple, dans les villages nordiques du Québec, les déchets sont brûlés à ciel ouvert, mais cette pratique induit des risques élevés pour la santé des communautés autochtones exposées aux contaminants toxiques. Parce que oui, tous ces risques environnementaux affectent la santé de la population. Notre santé. Il est urgent d'agir parce qu'on sait que les changements climatiques vont rendre ces injustices encore plus grandes. Pour lutter contre les changements climatiques, il ne suffit pas de s'intéresser aux conséquences économiques des décisions seulement. Le bien-être et la santé de la population dépendent de ces décisions. On peut et on doit agir pour contrer ces injustices. Pour ça, il faut s'attaquer aux problèmes systémiques qui exposent certaines personnes à de plus grands risques, comme la pauvreté et le racisme. Pour les contrer, voici 3 pistes d'action. Premièrement, il faudrait commencer par créer des indicateurs pour identifier les injustices environnementales. Parce que comme on dit, ce qu'on ne mesure pas n'existe pas. Deuxièmement, on doit faire beaucoup plus pour permettre au public de participer activement à la prise de décision en environnement. Finalement, il est primordial d'adopter une loi pour lutter contre les injustices environnementales si on espère un jour atteindre une réelle justice environnementale au Québec. Bref, on doit parler de justice environnementale au Québec, pour le bien de tout le monde, parce que des mesures justes sauveraient des vies. Elles éviteraient aussi de créer des politiques publiques inefficaces, sauveraient des coûts faramineux en santé, puis dans le fond, nous prépareraient mieux à l'avenir, ensemble.
Donc, juste pour mettre un peu en contexte, le chantier de la justice environnementale à la Fondation David Suzuki, on l'a lancé l'hiver l'an dernier, dans le cadre nous avons ce qu'on appelle le lancement du laboratoire de la conscience climatique au sein de la Fondation David Suzuki. Conception du projet, du rapport et du comité aviseur, ça a été fait par notre directrice générale Saba Khan et Catherine Almich et Lisa Gu. C'est trois personnes incroyables au sein de la Fondation David Suzuki qui avaient cette vision de mettre l'emphase sur la justice environnementale et de l'impliquer, de l'intégrer dans la conversation, dans la narrative environnementale. Donc, la coordination et rédaction du projet a été faite de avril jusqu'à septembre à peu près par mon ancienne collègue Léa, qui a fait un travail remarquable. Et après, on a fait une grande campagne de communication dans les métros de Montréal. On avait des grandes affiches. Lancement en septembre 2022, parce qu'on est en 2023. Pourquoi en septembre 2022? Ben, c'était un moment opportun pour nous de parler. Il y avait les élections provinciales, fait que c'était important pour nous de parler de cette narrative-là. Ce que vous allez voir, les différentes séries de recommandations sont orientées principalement vers le gouvernement provincial. Et par la suite, on a continué à avoir ces conversations-là dans les différentes instances, les différentes organisations. Je suis très heureux de vous annoncer qu'on va lancer un livre la semaine prochaine sur les origines des injustices environnementales, que ce livre-là a été rédigé par Saba Khan, directrice générale. Donc, c'est fait avec Éco-Société. Donc, on continue cette narrative-là, vraiment qui est essentielle et très, très pertinente pour les générations futures. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Parfait. Qu'est-ce que la justice environnementale? Vous l'avez vu dans la vidéo. En gros, la justice environnementale reconnaît que les populations vulnérables subissent davantage les poids des dégradations environnementales. Souvent, on se pose la question, pourquoi nous, on a parlé plus de justice environnementale que justice climatique? Justice climatique, pour résumer, en gros, c'est que c'est les populations vulnérables, celles qui émettent le moins de CO2, les populations les moins nanties, qui vont subir les contre-coups des aléas climatiques. On le voit beaucoup avec les situations de sécheresse, d'inondations, de tempêtes. Donc, c'est les vagues de chaleur, c'est souvent dans des quartiers qui sont plus malheureusement défavorisés, où les populations sont subissent plus lourdement ces impacts-là. Mais la justice environnementale inclut la justice climatique parce que justice environnementale, c'est aussi la question, je vous dirais, du réaménagement du territoire. C'est la question aussi de mettre une usine à côté d'un quartier défavorisé. On voit comment les villes européennes et canadiennes ont été développées, les quartiers plus aisés ont été construits dans l'ouest et les quartiers plus défavorisés ont été construits dans l'est, mais c'est par rapport au vent des usines qui étaient installées dans l'est. Donc, c'est toute cette notion de justice environnementale qui elle est existante, qu'elle existe depuis plusieurs années. Il y a vraiment deux dimensions, je vous dirais, d'injustice quand on parle d'injustice environnementale, puis je trouve que c'est super à propos de le mentionner ici. La justice, on parle des injustices géographiques ou de distribution, des risques environnementaux, la manière dont l'injustice est construite, des communautés qui sont déjà exposées, bien entendu, d'autres formes d'inégalité sociale et économique sont également soumises aux risques environnementaux. Fait que, mettons, les dépotoirs, industries polluantes installées à proximité des quartiers. Aussi, on parle beaucoup de les populations qui sont le plus proches d'autoroutes. Souvent, c'est les populations les plus défavorisées. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a une autre dimension, je vous dirais aussi, c'est les injustices de participation, de justice procédurale. Le manque d'accessibilité des audiences publiques, admettons, du BAP par rapport, parce que quand on parle de populations plus vulnérables, n'ont pas accès à ces audiences-là. Alors là, on se pose la question, c'est comment on peut rendre plus accessible, comment on peut faire entendre la voix des sans-voix. Quand je parle des sans-voix, c'est des SANS, sans-voix et non des sans-voix. Celles qui n'ont pas cette voix pour parler de leur inquiétude et de leurs préoccupations parce que c'est elles qui sont affectées le plus, mais elles n'ont pas accès justement au système de participation citoyenne. Donc, on se pose vraiment cette question-là.
Ben, un des exemples très concrets, très médiatisés au cours des dernières années, ben, c'est l'exemple de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Ça vous donne juste un petit aperçu, je vous dirais, de l'historique de ce qui s'est passé à la fonderie Horn. Petite anecdote, hier, j'ai parlé avec un de vos collègues qui habitait Rouyn-Noranda quand il était jeune. Il jouait au tennis. Et il devait arrêter de jouer au tennis à Rouyn-Noranda parce que l'air était trop mauvaise, de trop mauvaise qualité. Mais c'était parce qu'il était proche de la fonderie Horn et que la quantité d'arsenic ou de gaz toxiques était trop intense. Mais ça remonte à plusieurs années. Donc ça existe depuis plusieurs années. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on en parle plus. On met ça plus de l'avant, on est plus éduqué, on est plus sensible face justement, je vous dirais, à notre environnement, à également les impacts les impacts environnementaux des infrastructures qui nous entourent. Ben, à Rouyn-Noranda, je vous cacherai pas qu'une population a été surexposée à des nombreux polluants atmosphériques. La municipalité connaît une hausse des taux de cancer et des maladies pulmonaires, ainsi qu'une réduction globale de l'espérance de vie. C'est un fait. C'est une réalité. On a les données scientifiques, on a les données de la santé publique qui le montrent. Donc, on voit que c'est un impact énorme sur la santé. Et pour nous aussi, ce qui est vraiment important, c'est de faire le trait d'union entre environnement et santé. On ne peut plus parler juste d'environnement comme un bloc. On doit parler de santé, d'environnement, de développement économique. Tout ça doit être transversal. En 82, je vous dirais, la santé publique avait découvert que la population de Rouyn-Noranda courait des risques de cancer plus élevés. On parle de 82, on parle de, si mes mathématiques, j'ai jamais été bon en maths, ça fait 31 ans de ça qu'on le savait qu'il y avait un impact là-dessus. En 93, le gouvernement fédéral avait sorti un avis qui proscrivait des suivis réguliers pour les personnes empoisonnées à l'arsenic. Ben voilà, un autre point. Puis en 2004, le taux de concentration de substances chimiques avait atteint le pic 10 fois plus élevé que le taux recommandé. Puis personne n'a été mis au courant avant 2019. Donc oui, c'est un sujet qui est assez lourd pour un matin après une fête d'hier, mais en même temps, je pense que c'est important qu'on en parle, qu'on en jase, puis c'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui. Mais l'exemple de la fonderie Horn, c'est un exemple parmi tant d'autres au point de vue international. Ça, ce n'est que deux autres exemples de travailleurs indépendants qui brûlent des câbles pour récupérer du cuivre et démonter les batteries au Ghana. La poussière de nickel à Beauport-Limoilou également. Sur l'île de Montréal, on constate que les personnes qui habitent l'est de Montréal ont une espérance de vie de 6 ans moins que la moyenne à Montréal. Donc maintenant, il faut quand même qu'on réalise justement l'impact que ça a, cette question d'injustice environnementale qui existe depuis plusieurs années. Puis pourquoi on en parle, je vous dirais maintenant, ben c'est un moment opportun. Je vous l'avais dit, on est beaucoup plus sensible, on est plus éduqué à ce qui nous entoure, à l'impact de nos infrastructures aussi. Et en 2022, le GIEC souligne qu'une gouvernance inclusive qui donne priorité à l'équité et la justice dans la planification et la mise en œuvre de l'adaptation permet d'obtenir des résultats plus efficaces et durables. Puis aussi, il faut le savoir, j'ai assisté à une conférence à Québec sur la qualité de l'air en mars, je pense, et il mentionnait que l'inaction climatique coûterait 20 milliards de dollars si on n'agit pas. C'est aussi l'inaction par rapport à la pollution de l'air, c'est 14 000 décès prématurés chaque année au Canada. C'est juste pour vous montrer à quel point l'impact est énorme aussi. On a fait une série de recommandations qui étaient distribuées, auprès du gouvernement du Québec en septembre dernier. Puis la première recommandation qu'on a parlé, c'était d'adopter une loi à faire progresser la justice environnementale et mettre sur pied un secrétariat de la justice environnementale. On sait qu'au gouvernement fédéral, il y a un projet de loi en ce moment, que je me rappelle plus, je pense que c'est le 226, C-226, qui est au Sénat et qui parle justement de la question de la justice environnementale. On désire qu'au gouvernement québécois, qu'il fasse la même chose. Ensuite, le deuxième, reconnaître le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité à titre de droit fondamental et créer un mécanisme permettant à la population québécoise de demander une enquête du BAP. Donc, on parle d'une plus grande accessibilité, justement,
aux audiences du BAP. Aussi, on dit s'outiller pour mieux décrire les situations d'injustice environnementale, améliorer la participation du public. Quand on parle de s'outiller pour mieux décrire les situations environnementales, on a collaboré avec l'ACME, qui est l'Association québécoise des médecins en environnement, et qu'eux ont besoin de ces données-là, justement, pour comprendre davantage l'impact de nouvelles infrastructures dans les quartiers défavorisés, l'impact sur la santé. On n'a pas ces données-là, et ça serait fondamental d'avoir accès à ces données-là. Dernière chose, c'est bien entendu, une chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'adopter une loi afin de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, telle qu'amorcée au Canada et en Colombie-Britannique. Les communautés autochtones, vous l'avez vu dans la vidéo, sont celles qui subissent malheureusement, encore une fois, les impacts très lourds des injustices environnementales. Et je terminerai avec assurer l'équité dans nos mesures environnementales. Ce qu'on propose, ce qu'ils font aux États-Unis, c'est de prendre 40% du fonds d'électrification des infrastructures et de les orienter justement vers les populations les plus vulnérables. En investissement massivement auprès de ces populations-là, on réduit la pression justement sur notre système de santé. On améliore leurs conditions de vie, on améliore l'accès à l'éducation. C'est devenu, le cercle vicieux devient un cercle vertueux au final. Et je terminerai en disant de venir bonifier le cadre juridique afin d'assurer la prise en compte des impacts cumulatifs des projets réalisés sur le territoire québécois. Pas simplement d'arriver avec des propositions, mais de l'intégrer, de l'imbriquer dans justement notre cadre juridique québécois. Avant toute chose, je termine. On a fait quand même, c'est juste pour vous montrer qu'on a fait aussi certains portraits un peu partout au Québec. Puis ça, je trouvais que c'était important de le mentionner. C'était justement, on a parlé, on a fait un portrait avec les personnes, les groupes citoyens qui militent du port de Québec concernant la poussière de nickel, qui est comme énorme sur leur qualité de vie, sur leur espérance. Les gens de ce quartier ont une espérance de vie qui est beaucoup moins élevée que la moyenne de la ville de Québec. On a parlé aussi justement de ce qu'on appelle le groupe citoyen Mobilisation 6600 qui milite justement contre l'aménagement d'un site de conteneurs de Raymond Logistique qui est très, très, très proche du quartier résidentiel qui a un impact excessivement nocif qui aura un impact excessivement nocif sur leur qualité de vie en termes de pollution de bruit, pollution de la poussière, en termes aussi de, vu que c'est des conteneurs, ça amène différentes espèces un peu indésirables comme des rats. Donc, ils militent vraiment, vraiment pour ça. On a fait un autre portrait aussi concernant le quartier chinois à Montréal, qui, heureusement, maintenant, il y a eu des développements pour préserver le quartier chinois, mais que petit à petit, il perdait un peu cette identité-là. Et d'autres portraits, justement, pour démontrer que les questions d'injustice environnementale, elles sont partout au Québec. Et je suis quand même très optimiste. Je terminerai sur une note positive, là, malgré malgré cette présentation. Je suis quand même très optimiste pour la suite parce que on en parle maintenant. Les médias couvrent justement les notions d'injustice environnementale et il faut continuer à en parler, le prendre et le télécharger dans notre inconscient. Les changements de mentalité ne s'opèrent pas en quelques minutes, mois ou années. Ça prend plusieurs temps. Et je considère qu'on est à un bon moment dans notre histoire collective, justement, pour de réfléchir à la vision de notre société de demain, de réaménager notre territoire et peut-être même de réfléchir, de ralentir sur le réaménagement de notre territoire pour le faire d'une bonne façon. Donc, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup de votre attention. Je vous invite à lire le rapport ou le sommaire exécutif. On a un sommaire de 17 pages au lieu que le rapport soit de 58 pages. Donc, il est sur notre site Internet, il est disponible. Fait que merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci d'être présent. Merci à Équijustice aussi d'aborder ce sujet très actuel qui est la justice environnementale. Merci aussi à ceux qui sont présents mais qui ne sont pas avec nous ici. Donc, c'est un sujet qui est vraiment déterminant pour la cohésion sociale dans le contexte de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique, parce que sans cohésion sociale, on peut difficilement concevoir
une transition qui permettra à la planète de demeurer habitable à long terme, à la fois pour nous, pour notre espèce, et aussi pour les autres espèces dont nous dépendons. Alors, pris sous cet angle, et pour continuer dans la légèreté, la question de la justice environnementale, c'est autant une question morale qu'une question tout à fait existentielle. Alors moi, je m'y intéresse là, en tant que médiateur, spécialisé dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'environnement. J'enseigne aussi la pratique de la médiation environnementale de l'Université Sherbrooke et je consacre également un projet de recherche à ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Alors, dans les prochaines minutes, je vais aborder 3 questions, histoire de faire le lien entre la médiation environnementale et la justice environnementale. Donc, 3 questions. La première, qu'est-ce que la médiation environnementale et comment elle se distingue des autres formes de médiation? Est-ce que la médiation a le potentiel de contribuer à la justice environnementale et quelles sont ses alternatives? Quels sont les autres modes et quelles sont aussi les conditions à réunir effectivement pour que cette médiation environnementale contribue à la justice environnementale. Donc, vous me permettrez de me référer à mes notes, histoire de respecter le temps qui est alloué. Alors, voyez-le avec la première question, donc la prochaine diapo, merci. Alors, qu'est-ce que la médiation environnementale et comment elle se distingue des autres formes? La médiation environnementale est une forme très spécifique de médiation, vous en douterez, parce qu'elle se concentre sur les questions environnementales. Elle traite de conflits qui sont liés à des enjeux tels que l'exploitation des ressources naturelles, la protection de la biodiversité, l'aménagement du territoire, la gestion des matières résiduelles. Donc, le nombre de sujets est assez grand. Changement au niveau du zonage, zone agricole, densification des villes. C'est également des conflits qui peuvent durer très longtemps. Alors pour nos cousins français qui sont avec nous en salle ou à la maison, vous connaissez très bien ce conflit de Notre-Dame-des-Landes, qui est un projet d'aéroport dont le conflit a commencé en 1963 après que le projet ait été abandonné en 2018. Donc vous voyez que c'est des conflits qui peuvent être sur le long terme. En d'autres termes, les conflits environnementaux, c'est tout ce qui affecte nos milieux de vie, l'intégrité des milieux naturels, ce qui a un impact sur notre bien-être et celui aussi des autres espèces. Alors, essentiellement, ce que ça prend un territoire, une modification d'un état d'équilibre apparent et un désaccord qui est persistant, dans le fond, qui entre dans la sphère publique et qui est généralement controversé. Donc, comme la médiation appliquée à d'autres domaines, la médiation environnementale est un processus de négociation dans lequel les parties sont accompagnées par un tiers facilitateur dans le but de prévenir ou résoudre un différend. La nature des conflits est vraiment la distinction qui est peut-être la plus importante de la médiation environnementale par rapport à d'autres formes de médiation. D'abord, les conflits environnementaux impliquent une grande diversité de parties prenantes, que ce soit les communautés locales, les organisations environnementales, les entreprises et les gouvernements. Et ces acteurs ont généralement des intérêts qui sont très différents. Ensuite, les questions environnementales sont souvent d'une assez grande complexité parce qu'elles sont multidimensionnelles avec des composantes sociales, économiques, écologiques qui ont chacun leur importance, mais aussi leur temporalité. Ce sont des questions qui portent sur des enjeux d'intérêt public et qui sont conséquemment très médiatisés et qui ont une portée politique aussi. Et enfin, la réalité de la crise écologique fait en sorte que les conflits environnementaux ne peuvent plus être considérés isolément, c'est-à-dire qu'on doit les considérer dans un plus grand contexte. Donc, toutes ces particularités ont une incidence sur le processus de médiation en tant que tel. Donc, d'abord, on doit être en mesure de réunir les personnes qui sont aptes à représenter adéquatement les différents intérêts qui sont en jeu. On doit faire appel aussi à plusieurs expertises et mobiliser les connaissances pour éclairer les parties sur des questions qui sont à la fois techniques, scientifiques, légales et morales. Enfin, il faut s'assurer de la légitimité du processus auprès d'un plus grand nombre d'acteurs que ceux qui sont généralement représentés et aussi auprès des populations affectées. Et sur ce dernier point, ça implique de s'assurer d'un rééquilibrage aussi entre la diversité des acteurs
de compenser les écarts de pouvoir et aussi de considérer les intérêts des personnes qui sont absentes du processus parce qu'il y a inévitablement des absents. Alexandre en a parlé tout à l'heure d'ailleurs de ce point-là. Alors, parmi ces absents, il y a bien entendu les personnes qui sont affectées et celles qui ne peuvent participer au processus pour différentes raisons, des questions de capacité, disponibilité, intérêt, parce qu'elles sont trop nombreuses aussi pour qu'on puisse les réunir au sein d'une table de négociation. Il y a celles qui seront affectées, hein, Alexandre a parlé tout à l'heure des générations futures, mais qui ne sont pas en mesure d'influencer les décisions ou encore d'apporter leur voix. Et également, il ne faut pas oublier les écosystèmes et l'ensemble des êtres vivants non humains avec lesquels nous sommes en situation d'interdépendance et qui elles-mêmes, les différentes espèces, qui sont en interdépendance entre elles. Or, on sait aussi que la communication entre les humains et les animaux sont limitées, à moins que vous pouvez me prouver ça autrement, mais comme la médiation, c'est une discipline qui relève du langage, bien évidemment, ça pose une certaine difficulté lorsqu'on s'adresse à d'autres espèces. Donc, je vais revenir sur ce point tout à l'heure parce que c'est quand même un point qui est très important. Donc, en raison de ces particularités, la médiation environnementale remet en question certains principes qui sont pris pour acquis en médiation et généralement acceptés et qu'on va même retrouver dans les codes d'éthique des associations professionnelles. Alors, parmi ces principes, il y a dans le fond la question de l'autonomie des parties. Hein, c'est un principe qui est accepté généralement en médiation. Mais cette autonomie-là est remise un peu en question puisque les parties qui sont réunies autour d'une table de négociation doivent également considérer les intérêts des autres, des absents. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a la question de la confidentialité, un autre pilier de la médiation, des PRD en général, puisque les enjeux comme les accords qui en découlent des médiations sont d'intérêt public. Il y a également la question de la neutralité du médiateur, de la médiatrice, dont le rôle a une portée qui va au-delà de l'accompagnement des parties. En résumé, la médiation environnementale diffère des autres formes de médiation, donc premièrement par la spécificité des conflits, des problématiques, par la diversité des parties impliquées, et ça va nécessiter donc une procédure qui est adaptée. Maintenant qu'on a positionné la médiation environnementale, abordons la seconde question. Donc, la médiation peut-elle contribuer à la justice environnementale? Alors, lorsque cette pratique a vu le jour aux États-Unis dans les années 70, c'était pas vraiment une question que les gens se sont posées. L'objectif était d'abord de réduire les coûts associés à des conflits qui amenaient à la fois des coûts très importants, mais aussi des délais dans des projets importants pour l'économie. Donc, l'objectif était évidemment de sortir les litiges environnementaux des tribunaux. La médiation environnementale a été principalement employée pour traiter généralement d'enjeux assez circonscrits, comme des cas d'infraction environnementale ou des accidents environnementaux, qui impliquaient un nombre limité de parties et entraînant, comme je l'ai mentionné, des procédures légales assez coûteuses. Alors, en dehors des États-Unis, la médiation environnementale est demeurée assez marginale. C'est le cas au Québec, c'est le cas en France aussi. Aujourd'hui, elle suscite davantage d'intérêt. Donc, peut-être ma présence ici en est une démonstration, parce que le contexte a beaucoup évolué. Alors, la crise écologique et les phénomènes climatiques ont créé un sentiment d'urgence. La crise écologique et les phénomènes climatiques ont créé un sentiment d'urgence et exposé aussi des tensions importantes au sein de la société. Elles sont également devenues davantage polarisantes. Je pense que en ouvrant le journal, enfin la tablette, parce que c'est ça qu'on fait maintenant, vous pouvez, je pense, constater qu'à presque à chaque jour, on est exposé à ce type de tension. On observe aussi une augmentation du nombre et de la complexité des conflits environnementaux et des sujets qui suscitaient très peu d'intérêt il n'y a pas si longtemps sont aujourd'hui des objets de controverse.
Les mécanismes dont nous disposons pour faire face à cette situation sont limités en nombre. Il y a bien sûr, bon, évidemment, on a la chance d'être en démocratie, donc il y a la politique, hein, les élections, qui parfois nous permettent de régler certains enjeux environnementaux, mais c'est pas mon expertise, donc je vais passer rapidement là-dessus. Il y a évidemment le recours aux tribunaux. On le sait, les tribunaux sont, je pense que je n'aurais pas à vous vendre cette idée ce matin, sont peu efficaces pour régler les conflits dès que les causes ne relèvent pas uniquement de points de droit. Et c'est généralement le cas des conflits environnementaux. Comme on l'a vu, ces conflits sont multidimensionnels, multipartites et impliquent aussi plusieurs juridictions généralement. Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke concluait d'ailleurs qu'un faible nombre de conflits au Québec étaient judiciarisés. Donc, on doit voir qu'il y a d'autres façons de régler ces conflits-là. Comme je vais le mentionner, souvent, c'est qu'il y a des questions de décisions politiques, des décisions administratives. D'ailleurs, à ce niveau-là, les administrations publiques misent aussi beaucoup sur des dispositifs de participation publique pour prévenir des conflits, pour tenter de rechercher cette acceptabilité sociale ou encore pour procéder à des arbitrages. Alors, évidemment, la participation publique, c'est une dimension très importante dans nos démocraties. Ça permet aux citoyens de s'exprimer sur des choix de société. Ça permet aussi de contribuer aux décisions politiques et aussi de façonner les politiques publiques. Mais lorsqu'on est en présence de conflits de valeurs ou de clivages qui sont importants, on remarque assez rapidement que les dispositifs de participation publique atteignent leurs limites et peuvent même, dans certains cas, contribuer à la polarisation qu'on observe. Jacques? Oui? Il resterait 5 minutes à peu près. C'est bon. Bref, sans remettre en question le rôle prépondérant du système de justice ou de la participation publique, on voit qu'il y a de la place pour d'autres mécanismes et c'est là que la médiation entre en jeu et peut apporter une contribution. Donc, on le sait, puis je pense que vous en avez des témoins, les modes de PRD comme la médiation ont démontré leur efficacité pour parvenir à des accords qui sont durables et qui sont mutuellement acceptables et qui prennent en compte les intérêts de toutes les parties. Et c'est en fait la raison pour laquelle le Code de procédure maintenant encourage le recours au mode amiable de règlement des différends. Donc, la médiation environnementale est une de ces approches collaboratives qui mérite qu'on la considère comme un véritable outil de gouvernance et qu'on explore son potentiel pour réduire les injustices environnementales. Donc, troisième question, quelles sont donc les conditions à réunir pour y arriver? Il y a d'abord la question de l'équité des processus pour s'assurer que les déséquilibres de pouvoir sont atténués autant que possible. Le premier enjeu qui se pose est celui de la représentation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, parce que le processus de négociation ne peut pas nécessairement regrouper toutes les parties intéressées. Donc, on a parlé tout à l'heure, et je pense qu'Alexandre l'a mentionné, les générations futures, les écosystèmes et les vivants non humains sont généralement ces grands absents des négociations sur les questions environnementales. Alors, comment on peut faire valoir leurs intérêts? Alors, il y a un mouvement qui existe depuis les années 70 qui prône l'attribution de droits à la nature pour que les écosystèmes et les vivants non humains puissent être reconnus comme sujets de droit, ce qui leur permettrait, dans le fond, de faire appel au système de justice pour défendre leurs intérêts devant les tribunaux. Dans un système comme le nôtre, qui est très anthropocentrique, on peut s'attendre à ce qu'un changement de régime de cette nature-là prenne des décennies au minimum. Alors, mais par contre, l'idée de la représentation de la nature comme sujet peut néanmoins être explorée dans le cadre du processus de médiation, des processus de médiation qui sont beaucoup plus souples et qui sont capables finalement de s'adapter à différentes réalités. Alors, par exemple, on pourrait, dans une médiation environnementale, nommer ce qu'on pourrait appeler un garant des écosystèmes, donc des espèces, dont l'unique rôle pourrait être effectivement de défendre leurs intérêts et de prendre part aux négociations. Cette personne, bien entendu, devrait disposer de connaissances, de compétences et des reconnaissances pour jouer ce rôle.
On pourrait aussi imaginer pour les générations futures cette même forme de représentant ou de garant. Mais à mon sens, il faut aller aussi un peu plus loin pour amener les parties autour de la table à prendre des décisions qui vont au-delà de la satisfaction de leurs propres intérêts. Les médiations doivent être aussi en mesure de justifier, les parties à la médiation doivent être aussi en mesure de justifier publiquement leurs décisions et d'expliquer comment elles ont tenu compte de la nature et de l'ensemble des personnes affectées. Évidemment, attribuer une telle responsabilité à des parties qui sont dans une médiation implique une modification ou une innovation procédurale. Et à mon sens, pour que la médiation environnementale, qu'elle contribue à la justice environnementale, elle ne doit pas se limiter à une négociation qui est basée sur les intérêts. Et elle doit s'inscrire dans une démarche de délibération éthique comme celle qui est employée dans le domaine biomédical. Je pense que je suis non, j'y arrive. Donc, la délibération éthique, pour la décrire en quelques mots, c'est un processus qui vise à examiner les questions morales et éthiques qui sont liées à une décision ou à une situation donnée. Comme c'est le cas pour la médiation, la délibération éthique repose sur une approche qui est collaborative, où les participants recherchent ensemble une solution à un problème. Elle implique l'analyse des valeurs, les conséquences potentielles d'une décision sur soi, mais aussi sur les autres et sur l'environnement. Donc, dans le contexte de conflits environnementaux, ce type de processus délibératif permet de déterminer la meilleure approche dans les circonstances en cherchant à maximiser le bien-être global et à minimiser les préjudices tant pour les personnes que pour les éléments de la nature qui sont affectés. Donc, la légitimité des décisions se justifie alors par la justesse et la validité morale des choix qui sont faits et leur cohérence avec les principes d'équité et de justice et de respect des droits fondamentaux des personnes. Donc, évidemment, la délibération éthique, ce n'est pas un processus qui est infaillible parce qu'elle fait quand même appel à des notions qui sont subjectives, comme les valeurs et les croyances, mais combinée à un processus de médiation impliquant une diversité de parties prenantes et un apport de connaissances techniques, scientifiques et légales, elle peut aider à prendre des décisions éthiques qui sont moralement justifiables et qui contribuent à la justice environnementale. Ce processus de délibération éthique qui s'intègre à la démarche de médiation signifie aussi un rôle beaucoup plus actif et une imputabilité du médiateur, non seulement envers les parties qui sont représentées dans le processus de médiation, mais également envers celles qui ne le sont pas. Alors, pour terminer, ces innovations procédurales sont, à mon avis, la condition qui est requise pour que la médiation contribue à la résolution des conflits environnementaux dans une perspective de justice environnementale. Elles sont aussi nécessaires à l'émergence de la médiation comme outil additionnel en matière de gouvernance environnementale, un outil dont nous aurons besoin pour faire face aux défis de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire, mon petit speech. On va avoir l'occasion, je pense, d'en discuter plus librement avec vous et avec Alexandre tout à l'heure. Alors, merci. J'aurais envie de savoir, Alexandre, qu'est-ce que tu auras à dire là-dessus? La question, Jacques, que tu parlais des conditions à réunir pour qu'un dialogue puisse s'inscrire. Tu sais, j'aimerais que tu en parles davantage si tu as envie de nous dire des choses là-dessus, mais je me tournerais peut-être vers toi. Quand tu regardes la médiation, toi, tu ne la pratiques pas, mais quand tu regardes ce que Jacques nous présente, qu'est-ce qui te semble être des bonnes conditions pour mettre en place pour que les gens arrivent à être en contact et à discuter? C'est une super discussion, une super question à se poser. À la Fondation, on collabore avec 130 groupes citoyens un peu partout au Québec là, sur des revendications totalement diverses. Ça peut être protection de leur boisé ou plus sensibilisation, éducation sur le gaspillage alimentaire et tout. Et une des grandes choses, et je peux pas parler au nom de ces 130 groupes citoyens, mais une des grandes choses qui ressortait souvent, c'était l'idée d'être autour de la table dans les conversations et de pouvoir
s'exprimer face à l'autre partie, justement. Et pour moi, la question, tu sais, de la médiation environnementale, elle est fondamentale parce que déjà là, c'est un premier pas vers réunir tous les parties prenants autour de la table et que l'écoute active se fasse aussi. Jacques, tu mentionnais là, dans nos conversations que c'est sûr que ça va être sur une base de volontariat, là, bien entendu, pour participer à une médiation. Mais selon moi, ça répondrait à un énorme besoin de ces groupes. Quand on parle tu parlais souvent de l'écart de pouvoir, justement, dans les questions de médiation environnementale. On le voit beaucoup avec des entreprises qui ont quand même beaucoup de moyens, qui ont accès à de l'aide juridique contre, malheureusement, des groupes citoyens qui se mobilisent et qui ont peur de perdre un peu leurs acquis. Donc, je vois ça comme étant d'une très, très belle façon, d'une bonne façon qui pourrait répondre à un besoin de ces groupes citoyens-là, je dirais. Merci. Jacques, toi, est-ce qu'il y avait des éléments, dans ton temps, tu as dû choisir certains éléments que tu nous présentais. Est-ce que sur la question de la médiation environnementale, les conditions que tu dois réunir pour mettre des gens ensemble, y a-t-il des points que tu as envie d'approfondir avec nous? Ça s'en vient? C'est bon. Non. Alors, merci. Je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est que les enjeux environnementaux sont extrêmement complexes. C'est pas quelque chose qu'on va régler dans une soirée avec une centaine de personnes. Ça prend de la réflexion, ça prend de l'analyse, ça prend de l'information. Et c'est là où la médiation est un processus de résolution de problèmes assez puissant, qui est également aussi, qui est participatif, qui est collaboratif. Et je pense que le gros enjeu, c'est dans le fond, cette tension entre vouloir mettre tout le monde dans une salle pour régler un problème, puis de voir un processus de résolution qui est efficace. Et je pense que c'est là où on doit trouver ces espèces de mécanismes qui permettent de réunir un nombre limité de personnes, mais que ce processus-là soit légitime pour ceux qui n'en font pas part, qui n'ont pas la chance d'y participer directement. Et qu'on trouve aussi des mécanismes de transparence, des formes pour pouvoir aller chercher des intrants. Et c'est un peu ça, dans le fond, qui distingue, je pense, la médiation de la participation publique. J'en fais beaucoup, hein, je suis très favorable à cette notion-là. Mais lorsqu'on a certaines problématiques qui sont aiguës, qui sont complexes, qui ont des multiples dimensions, ben on peut pas régler ça dans un grand groupe nécessairement. Il faut arriver c'est ce passage, dans le fond, de l'intérêt public à un groupe plus restreint qui est capable de faire cette représentation-là. Puis évidemment, j'ai rajouté une couche de difficulté en disant, ben il n'y a pas juste les humains, il y a aussi et on a tendance des fois à oublier ça dans la justice environnementale, mais il y a aussi d'autres espèces dont on dépend, qu'on affecte aussi par ces décisions-là. Alors, je pense que c'est là où on a collectivement à réfléchir à des modèles de médiation qui sont assez robustes et qu'on va finalement identifier comme étant légitimes aussi, même si ça ne veut pas dire que tout le monde aurait eu l'occasion d'y participer d'une façon ou d'une autre. Merci. Est-ce que, je ne sais pas si tu peux faire ça, mais est-ce qu'il y a des exemples dans ta pratique de médiateur où tu pourrais nous partager comment ça se passe? Tu sais, quand tu dis, en groupe restreint, est-ce que c'est déjà arrivé? Comment ça se passe quand il y a une situation, je ne sais pas, avec la fonderie Horn? Est-ce que vous avez toutes les deux une idée de comment ça pourrait se passer avec des processus plus négociés ou dans tes expériences à toi, est-ce une situation que tu peux nous amener à voir concrètement comment ça s'organise? C'est quoi tes préoccupations de médiateur? C'est toujours difficile de nommer un exemple concret quand on est médiateur. Alors, on veut essayer d'éviter nécessairement, mais prenons un exemple qui pourrait être une surpopulation de certains types de faune dans un milieu urbain, par exemple. Ça, c'est un exemple que vous êtes capable, j'imagine, de vous imaginer, qui souvent a fait couler pas mal d'encre. Évidemment, on a c'est un exemple dans le fond où on a une multiplicité de parties. Il y a à la fois les résidents qui
qui font manger leur headset. C'est peut-être pas un enjeu très fondamental quand on le regarde au niveau environnemental, mais c'est important pour les gens qui, effectivement, vivent à proximité de ces lieux-là. Il y a évidemment, bien entendu, les bêtes. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a les groupes environnementaux qui vont peut-être favoriser les écosystèmes. Il y a les groupes de défense des animaux qui vont dire on peut pas éliminer ces animaux-là. Bref. Et il y a les citoyens de façon générale, les gouvernements ou les niveaux de gouvernement, les ministères qui sont impliqués. Donc, il faut arriver finalement, on a une décision à prendre sur qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le médiateur doit jouer un rôle assez actif au départ pour voir qui on réunit finalement. Quel va être le processus de résolution de problème? Comment on va poser le problème? Est-ce que c'est le problème de la surpopulation? Est-ce que c'est le problème de l'écosystème qui est affecté? Donc, il faut arriver à déterminer au départ un peu, encadrer la problématique, à la revisiter, puis après ça, trouver les personnes qui vont être légitimes. Alors, à titre d'exemple, lorsqu'on va parler la représentation des citoyens, on peut faire un appel à tous et puis identifier quelques personnes qui répondent à certains paramètres, certains critères, soit de connaissances, de compétences, de représentativité. Puis après ça, on va dans un processus de résolution de problèmes. On regarde les enjeux, on amène des scientifiques, on amène des gens en éthique animale, par exemple, dans la discussion, et on tente de cheminer en se posant la question, qui sont les personnes affectées, quels sont les éléments de la nature qui sont affectés et comment on arrive à faire un plan pour régler cette situation-là. Donc, c'est un peu un exemple, là, sans nommer des cas précis qui pourraient me mettre dans l'embarras, mais je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un processus où il faut identifier les problèmes, identifier les parties, trouver un processus pour les amener à la table, et puis après ça, cheminer dans une réflexion qui est à la fois de résolution de problèmes, une réflexion qui est éthique aussi en même temps, parce que c'est souvent des questions, des dilemmes éthiques auxquels on fait face. On a parlé tout à l'heure, par exemple, d'une industrie qui amène certains polluants dans l'atmosphère. Si la situation persiste, c'est parce que aussi les gens dans une communauté vivent en interdépendance avec cette industrie-là. Et ça leur crée des emplois, ça amène de l'économie. Donc, on peut pas juste mettre la clé dans la porte et dire, ça y est. Donc, il faut aborder ces sujets-là qui sont difficiles et il faut trouver les bons représentants pour être capable de l'aborder. J'avais quelque chose que je me demandais, Alexandre. Dans les groupes militants, je t'ai entendu dire dans la conversation entre nous, il y a aussi une posture où c'est difficile de se positionner comme devant les négocier. Il n'y a pas de négociation avec l'environnement pour certains d'entre eux. Je veux vraiment pas généraliser. Comment tu projettes ces gens-là, par exemple, vers de la médiation? Est-ce qu'il y aurait des bonnes façons de les accompagner? Est-ce que tu vois que ça pourrait être possible d'aller avec des gens qui ont des positions, que ça soit du point de vue de certaines entreprises ou que ça soit du point de vue des militants? C'est une excellente question parce que c'est une question sur laquelle on réfléchit beaucoup, surtout quand on parle de médiation environnementale, parce que il y a certains groupes militants où ils sont très campés dans leur position, puis ils veulent conserver leur position. Puis on en parlait justement avant la rencontre, et je crois dès le départ que si on leur offre la possibilité d'être autour de la table puis de leur expliquer justement que peut-être vous n'allez pas avoir 100% de vos acquis ou de ce que vous désirez, mais au moins 80%, le 80% est déjà une victoire en soi. Et ça, c'est tout le travail en amont que la médiatrice ou le médiateur doit effectuer auprès de ces groupes militants-là pour justement qu'ils réalisent que dans un processus de médiation, il y a de mettre un peu de l'eau dans son vin ou de l'eau pétillante dans son eau plate, peu importe. Mais c'est ça aussi qui est fondamental aussi, c'est cette réalisation-là dès en amont. C'est-à-dire, écoute, on fait ce qu'on peut. Puis pour moi, c'est fondamental. Puis on en jasait aussi par rapport à la position des grandes organisations environnementales. Quand on parle de la médiation environnementale, d'accepter que la ligne dans le sable qu'on a tracée initialement, elle peut bouger. Elle peut reculer, elle peut avancer.
Et puis ça, c'est une question où on se pose constamment à l'interne. C'est où on trace la ligne dans le sable. C'est quels sont les moments où on décide, non, ça, c'est les acquis qu'on veut préserver, versus, OK, si on est prêt à être plus flexible et agile dans notre démarche. Puis ça, c'est une conversation intéressante à amener. C'est aussi savoir, en tant que nous, la Fondation David Suzuki, on est dans un esprit de collaboration puis de discussion auprès de toutes les parties prenantes. Parce qu'on sait qu'on peut pas prendre des décisions si les politiques ou les différents paliers de gouvernance ne sont pas autour de la table. Donc, on est dans ce processus-là, mais il y a d'autres grosses organisations qui sont plus qui sont plus campées dans leur position, un peu plus militantes. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On recherche une forme de bienveillance aussi et d'arriver à une solution commune. Je sais pas, Jacques, si tu veux rajouter ou surfer là-dessus. Oui, effectivement, je pense que la question de la présence des organismes environnementaux dans une médiation est absolument essentielle. Je pense à la crédibilité et à la légitimité des décisions qui en découlent. Et je dirais que ça a été un des premiers obstacles qui a été vécu aux États-Unis, notamment, quand la médiation a commencé à être utilisée pour résoudre ce type de conflit. Plusieurs chercheurs de l'époque ont envoyé un message clair aux organismes environnementaux en disant « n'y participez pas, hein, n'embarquez pas dans ce genre de truc-là parce que forcément, ne même juste accepter de participer à une négociation comme celle-là, c'est d'accepter finalement que… Bon, voilà, désolé. C'est donc d'accepter déjà de faire un compromis en fait. Et que la meilleure posture pour un groupe environnemental, c'est une posture de négociation rigide. Hein. Donc, en fait, de ne pas y participer accroît la capacité finalement d'aller défendre ses intérêts. Donc, je pense que ça, peut-être que les groupes aussi sont pas familiers avec ce type de démarche. Mais c'est vraiment, je pense, une réflexion qui doit être faite au sein des groupes environnementaux parce qu'on est dans une situation, dans un contexte de transition écologique où on a à faire des choix. On est face à des dilemmes qui sont vraiment importants. Comme le mentionnaient quelques personnes à la table tout à l'heure, on sort de notre zone de confort. Hein. C'est peut-être la meilleure définition de la transition écologique, c'est on sort de notre zone de confort. Et effectivement, ça fait participer à de tels processus comme ça nous amène évidemment à sortir de notre rôle, de notre zone de confort traditionnelle. Mais moi, il m'apparaît qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait, de travailler collectivement pour trouver des solutions et que il faut pas voir ça comme non plus comme une défaite de participer à une négociation, mais bien comme une façon de trouver des solutions pratiques à la réalité dans laquelle on se retrouve. C'est une question de Louise Roch. Elle demande, est-ce que les Autochtones sont partie prenante dans ce processus de médiation dont l'exploitation des ressources naturelles les affecte dans leurs conditions de vie et leurs environnements? Par exemple, eau rouge de Shefferville et protection du caribou. Merci, Christine. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se sentait concerné par la question, qui avait des choses à partager? Ben, tout à l'heure, j'ai parlé, dans le fond, l'importance de réunir les personnes qui sont affectées autour d'une problématique particulière. Évidemment, si ça touche les populations autochtones, c'est absolument critique qu'elles en fassent partie. Je pense qu'il y a une particularité aussi au Canada sur les questions autochtones. Les populations autochtones ne se considèrent pas comme des parties prenantes, mais bien comme des nations. Hein? Et donc, généralement, veulent négocier de nation à nation avec leurs représentants gouvernementaux. Donc, ça amène peut-être une autre dynamique qui est peut-être moins s'apparente moins à ce dont je parle. Mais effectivement, c'est très possible d'avoir ces négociations-là entre les populations autochtones, mais ça va se passer peut-être dans une autre dynamique que celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Si je peux rajouter là-dessus, c'est une des recommandations du rapport sur la justice environnementale
de la Fondation David Suzuki, c'est qu'on demandait au gouvernement du Québec de ratifier justement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ça, c'est fondamental vraiment pour créer cette discussion de nation en nation, justement, comme Jacques l'a bien dit. Puis aussi, on dit que on doit, bien entendu, prendre toutes les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre du principe de Joyce. On connaît toutes et tous ce qui s'est passé malheureusement avec Joyce il y a quelques années de ça, et c'est fondamental justement que les communautés autochtones puissent qu'on respecte ce principe qui est fondamental. C'est un réflexe, ça doit devenir un réflexe d'entamer cette conversation avec les communautés, avec les Premières Nations, et dans un profond respect de collaboration qui est fondamental justement et qui fait partie de toute la voie vers la réconciliation et la guérison justement de ces Premières Nations-là. Merci Alexandre. Je pense, Jacques, tu voulais ajouter quelque chose avant la prochaine question. Oui, sur cette même question, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance aussi de l'apport de connaissances dans la médiation. Évidemment, les Premières Nations ont une connaissance très intime du territoire, très intime des phénomènes naturels, et leur apport en termes de contributeurs au niveau de la connaissance est vraiment importante. Je mentionnais comme hypothèse d'avoir des garants de la nature dans les processus de médiation, donc des gens qui sont en mesure de défendre les intérêts des éléments de la nature. Donc ça aussi, c'est un espace aussi qui devrait, dans lesquels les populations autochtones pourraient contribuer dans les médiations. D'ailleurs, je pense que récemment, je voyais dans le journal qu'une compagnie ArcelorMittal avait nommé des garants du territoire dans lesquels ils sont impliqués. C'est une entreprise minière, et donc ces garants-là étaient effectivement des représentants de communautés autochtones. Donc, je pense qu'il y a la notion du savoir aussi, au-delà de la négociation, puis des intérêts, etc. Il y a la notion de la connaissance du territoire, la connaissance intime, dont on pourrait énormément profiter de la part des communautés autochtones. Bonjour, merci. Je me demandais, vous avez beaucoup parlé de la médiation dans un contexte de négociation, beaucoup quand on parle de questions environnementales, puis quand on regarde ce qui s'est passé à Sainte-Soline dans les dernières semaines, ce qui s'est passé autour de Cop City à Atlanta aux États-Unis avec des grosses confrontations entre des militants et l'État à travers la police. Je me dis qu'il y a beaucoup de torts qui ont pu être causés et que sûrement que ça va soulever des nouvelles questions qui partent d'un enjeu environnemental, mais des torts sont causés qui ne sont plus seulement environnementaux, même s'ils l'étaient déjà pas, vous l'avez souligné. Je me demande si dans ce genre de médiation, il y aurait l'espace aussi pour adresser ces torts. Puis c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça va continuer à avancer, puis que de plus de torts sont causés sur ce côté. La médiation, bien qu'elle porte le mot environnemental, a des dimensions sociales, économiques, écologiques. Donc, effectivement, quand on est dans ces médiations-là, on est avec des gens qui sont investis, impliqués, et on doit donc traiter l'ensemble des différents. Donc, on ne va pas éliminer, par exemple, dans une médiation environnementale, une question sociale qui est associée aux différents. Et je pense que c'est là où, effectivement, on a un outil en médiation environnementale qui a la souplesse nécessaire pour adresser, je m'excuse le mot en anglais, mais pour traiter d'un conflit à multiples dimensions, qui inclut les dimensions dont vous parlez. Donc, la réponse simple serait oui, parce que dans le fond, ça fait partie du différent, ça fait partie du conflit, et c'est pas quelque chose qu'on peut écarter du sujet. Donc, oui. J'ajouterais peut-être un point sur l'aspect, parfois il faut avant d'entrer en médiation, il faut sortir d'une crise. C'est-à-dire que c'est un peu difficile
de mener une médiation dans un contexte, par exemple, où il y a de la violence. Alors, on peut pas, il faut trouver, il faut amener, premièrement, un arrêt à ces violences-là et donc travailler sur une sortie de crise avant même de considérer de faire une négociation. Donc, c'est l'élément de la réponse qui manquait, qui aurait dû précéder la précédente. J'ai une question de Valérie Poulain. Valérie Poulain mentionne qu'elle sait que la section de justice environnementale dans la Fondation David Suzuki est assez récente. Mais est-ce que ça fait partie de votre mission de participer à des médiations sur des questions environnementales? Et si oui, est-ce que vous avez des spécialistes au sein de votre fondation qui auraient les compétences pour ce faire? Merci, Christine. Alexandre? Merci. Merci pour la question de Julie Poulain. C'est ça? Ouais. Valérie. Valérie. Merci, Valérie. La réponse est, on n'a pas d'expertes et d'experts au sein de la Fondation pour des questions de médiation environnementale. On n'a pas cette expertise-là, du moins pour le moment. Est-ce que c'est notre intention à court, moyen, long terme? Je pourrais pas le dire parce que pour nous, la question de la médiation environnementale est toute récente aussi. On s'immerse dans ce milieu-là. Donc, ça serait comme un élément de ma réponse. Par contre, je pourrais juste rajouter en disant, tu sais, la narrative de la justice environnementale, c'est la narrative qu'on tente de notre côté de pousser davantage au sein de la société québécoise actuellement, parce qu'on considère qu'on est rendu là dans la conversation avec l'environnement. Donc, ça reste un moment qui est très intéressant. J'ai hâte de voir un peu les prochaines étapes, comment ça va se développer cette conversation-là, cette narrative là au cours des prochaines années. Donc voilà. Bonjour. Comme médiatrice citoyenne bénévole, souvent on a à adresser des conflits de voisinage où il y a un facteur environnemental. Les pissenlits, la qualité de l'air, des arbres. Souvent, par l'approche qu'on adopte, c'est évacué puisqu'on est plus concentré sur l'individu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait retenir en fait de ce que vous nous partagez aussi pour pas évacuer en fait le pissenlit qui veut pas être coupé ou la qualité de l'air liée aux feux qui sont faits à l'extérieur par exemple. Donc j'essaie de voir là comment on peut vraiment bien s'approprier quelque chose qui est nouveau en fait pour nous. Je vais m'essayer. J'ai mentionné tout à l'heure l'importance dans une médiation environnementale que les parties ne considèrent pas uniquement leurs propres intérêts. Et donc, aient une conscience d'autres personnes, d'autres individus, d'autres espèces qui sont affectées par les actions qui sont à l'origine de ce conflit-là. Donc, c'est peut-être aussi une façon d'amener les gens à réfléchir à autre chose que la chicane de clôture, entre guillemets, ou l'arbre qui dérange. Cet arbre-là aussi a une contribution. Peut-être que cette contribution-là peut être aussi prise en considération plutôt que simplement traiter de cet arbre-là comme un objet, l'objet d'un conflit. Je simplifie un peu parce que, bon, évidemment, mais je pense que les conflits environnementaux nous amènent à réfléchir au-delà de nos intérêts propres. Et c'est ça, je pense, la particularité, la différence peut-être. Et il faut, comme médiateur, amener les gens à avoir cette conscience-là de la question environnementale dans leurs conflits. Je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est bon? Je vois que oui, c'est plus qu'une tentative. Merci. Est-ce qu'Alexandre, il y avait quelque chose que tu voulais ajouter là-dessus? Ben, je rajouterais juste simplement l'interconnexion entre l'être humain et la nature, que c'est super important de le remettre un peu, de le mettre de l'avant. Je pense qu'on l'a jamais remis vraiment de l'avant parce qu'on n'en a jamais vraiment discuté. Donc, cette relation d'interconnexion, elle est fondamentale. Les solutions les plus simples sont souvent les solutions basées sur la nature, dans le sens comme le pissenlit est diablement efficace. Et ce n'est pas une mauvaise herbe, dans le sens. Mais c'est ça aussi qui est important, c'est de réfléchir un peu différemment dans
dans notre approche. Je suis clairement pas un spécialiste de la médiation, mais j'aime beaucoup l'idée d'amener des différents expertes ou experts en la matière, d'avoir des garantes et garants du territoire pour amener cette notion-là de notre relation avec le territoire, notre relation avec la nature. Fait que c'était juste un petit complément. Bonjour, donc Jocelyne Roussel du RENADEM. Ma question porte sur la légitimité. Donc la question c'est quels sont les critères que vous retenez pour les représentations, enfin les regroupements, les groupes humains. Ça c'est une chose, et notamment pour les êtres vivants, ce qui me semble plus complexe parce qu'il y a un ensemble d'acteurs qui pourraient représenter les intérêts des animaux par exemple ou des végétaux, et donc là quels sont les critères que vous prenez en compte? Une autre question, c'est, vous avez évoqué le fait que ce sont des médiations qui se posent dans le temps. Est-ce que dans ces périodes-là, vous vérifiez si les personnes qui sont mandatées par un groupe sont toujours légitimes? Vas-y. Ah, j'ai vu que Jacques prenait des notes sur les 3 questions. Jocelyne, reste pas loin si on a besoin de revenir sur tes préoccupations. C'est vraiment une question centrale et extrêmement complexe, la question de la légitimité. Et je pense qu'on n'atteint jamais une légitimité idéale, optimale, que tout le monde va reconnaître. Je pense que dans le choix des critères, en fait, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de regrouper déjà un certain nombre d'organismes, de représentants gouvernementaux qui ont déjà, eux, une légitimité pour les impliquer dans le choix des critères. Évidemment, il n'y a pas des critères qui s'appliquent mur à mur dans toutes les situations, mais je pense que d'arriver de faire définir ces critères de façon participative, déjà avec un nombre d'acteurs qui ont eux-mêmes leur légitimité et que cette légitimité-là est durable dans le temps, comme je disais, des organismes reconnus, des ministères ou d'autres acteurs, des institutions, nous aident finalement à définir ces critères-là. Alors, je pense que le critère n'est pas universel. La façon d'arriver à ces critères-là est un processus qui, lui, doit être légitime. Et donc, cette légitimité-là, on la construit au fur et à mesure qu'on avance. Elle n'est pas prédéfinie. Et alors, effectivement, si les médiations durent un certain temps, ce qui est généralement le cas, ben, il faut faire, effectivement, il va y avoir des remplacements. Il faut donc, et en fait, le groupe qu'on crée, le groupe de médiation qu'on va créer, une fois que ce groupe-là a cette légitimité-là, qu'on sent que la légitimité de ce groupe-là est acceptée, ben, c'est à ce groupe à prendre les décisions sur les autres, sur le changement, par exemple, d'acteurs, le remplacement, est-ce qu'on doit ajouter des gens, est-ce qu'on doit... Donc, c'est un peu une construction continue, cette légitimité-là. Ce n'est pas quelque chose qui est absolu, on la démarre au point A et puis on déclare... c'est vraiment, c'est de la navigation, en fait. Pour tenter de répondre à votre question. Et donc, nous avons ici une question de la part de Marie-Stéphane Rainville. Donc, c'est est-ce qu'on peut mesurer le succès ou le degré de satisfaction des médiations environnementales? Si oui, de quelle façon? Je pense que ça... Ben, comme toute médiation, je pense que est-ce qu'on a eu un accord? C'est déjà une bonne indication entre, évidemment, les gens qui participent, parce que et après ça, je l'ai mentionné un peu plus tôt, ces médiations-là deviennent, le résultat deviennent publics, bien qu'il faut maintenir une certaine forme de confidentialité pour protéger les échanges et les parties. Éventuellement, ben, ces accords-là deviennent, s'il y en a un, évidemment, devient public. Et généralement, ça vient assez rapidement savoir si effectivement on a atteint une certaine forme de légitimité des décisions qui ont été prises. Cela étant dit,
Il n'y a pas un critère de succès, encore une fois, qui est universel. Ça dépend de tout. Et ça se peut aussi qu'on termine la médiation puis qu'on est arrivé à une décision qui est impopulaire. Et ça aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire que les gens qu'on implique dans une médiation font un cheminement. Je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a un apport de connaissances scientifiques, un apport de connaissances de toutes sortes qui fait en sorte que les parties qui prennent une décision qui est éclairée. Et je pense que c'est dans la justification la capacité, en fait, s'il y a un critère, pour moi, c'est la capacité d'être en mesure de justifier les décisions qui ont été prises sur la base de la réflexion qui a été entreprise, des informations, des connaissances qui ont été apportées. Évidemment, si on n'est pas capable de justifier une décision, ben là, on a un problème, puis on va le savoir assez rapidement. Je ne pense pas non plus que ce soit un concours de popularité. Il peut effectivement y avoir, comme je mentionnais tout à l'heure, une décision qui s'impose, mais qui n'est pas nécessairement d'emblée populaire. Donc, pour moi, c'est vraiment cette question d'être en mesure de justifier la légitimité d'une décision, du résultat d'un accord qui est vraiment l'élément. Est-ce qu'on est capable effectivement de démontrer tout le processus qu'on a suivi, comment on a tenu compte de toutes les différentes personnes affectées, présentes ou non, les générations futures, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est ça le vrai critère de succès. Et après ça, évidemment, l'opinion populaire, c'est une autre chose. Et tant mieux si effectivement on est capable d'avoir une décision qui est en phase avec ce que l'opinion plus générale en pense. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement le critère le plus important. Et aussi, peut-être un dernier point, c'est que souvent, en médiation environnementale, il y a des décideurs ultimes. Hein. Donc, généralement, ça va être les gouvernements qui sont en mesure de prendre des décisions. Et si la médiation permet d'influencer cette décision-là, cette décision ultime par le décideur, que ce soit l'entreprise ou le gouvernement qui a cette juridiction, là, c'est un succès. C'est effectivement, on ne parvient pas à convaincre les décideurs de la direction qui est proposée par le résultat de la médiation. C'est pas un succès parce que ça n'a pas eu d'influence. Merci. Puis sur cette question, tantôt que vous disiez que les personnes souvent qui sont les plus affectées ne sont pas ceux qui prennent parole, est-ce que dans les processus, il y a est-ce que les processus de médiation, selon vous, c'est un processus dans lequel les gens pourraient prendre davantage parole? Est-ce que leur place, je sais pas, est-ce que vous voyez que leur place pourrait être encore plus entière que dans un processus public? Si c'était, par exemple, à travers les groupes qui les représentent, qui représentent certaines injustices sociales ou qui les représentants, est-ce que dans des contextes de médiation, je suis pas clair. Attends, je vais reprendre ma question. Oui, ok. T'es chanceux, t'es fin. Clair, à moins que je comprenne pas la question, mais je pense que c'est en partie le rôle de la médiatrice ou du médiateur de s'assurer, et c'est là où on sort un peu de notre zone d'impartialité, si je peux dire, de s'assurer qu'effectivement, ces personnes-là ont une forme de représentation. Alors, est-ce que c'est une représentation qui est directe, c'est-à-dire une personne nommée, ou est-ce que c'est un membre de ce groupe de médiation qu'on va former qui a cette responsabilité d'amener les points de vue des personnes qui, effectivement, n'ont pas accès directement à ce processus-là. Cela étant dit, j'ai parlé de la participation publique aussi. Généralement, il y a une interrelation, une relation assez intime entre la médiation environnementale et la participation publique. Ça ne se passe pas isolément. Il va y avoir, c'est des processus qui sont très publics, donc il peut y avoir à différents moments dans la médiation un temps où est-ce qu'on va vers le public, vers la communauté plus large pour aller chercher un pouls sur une question particulière. Il peut y avoir des enquêtes, des sondages, il peut y avoir toutes sortes d'autres activités de participation publique
qui amène dans le processus de médiation le point de vue de ceux qui n'y participent pas directement. Donc, il y a différentes façons, selon les contextes, les circonstances, il y a différentes façons d'amener une représentation ou de donner une voix aux différentes personnes. Puis en participation publique, bien, une des préoccupations souvent, bien, c'est d'aller chercher, c'est l'inclusion dans le fond, c'est d'aller chercher, de faire des efforts très particuliers pour aller chercher les personnes qui sont généralement peu représentées dans ces processus-là. Oui, effectivement. Puis ça m'amenait à une réflexion sur cette approche au sein de la Fondation qu'on appelle le EDI, l'égalité, diversité, inclusion. C'est des expertes et des experts qui sont vraiment formés, bien outillés, justement, pour que ces voix-là soient entendues, qui ont des approches qui sont différentes aussi, parce que tu parlais justement de quelle partie on doit amener à la table de négociation et tout le travail en amont. Puis ça me faisait réfléchir à avoir peut-être cette formation de EDI-là auprès des médiatrices et des médiateurs, justement, pour avoir ce réflexe d'aller chercher les populations les plus vulnérables. C'est des approches je déteste dire ça, mais par mon expérience en politique active, c'est des approches qui sont totalement différentes. On ne peut pas utiliser la même approche quand on parle au public plus général, à des populations qui sont un peu plus vulnérables, qui tentent de rejoindre les deux bouts à la fin du mois, puis qui n'ont pas le temps, justement, de réfléchir à ces questions-là ou de prendre la parole. Donc, je pense qu'il y aurait une voie intéressante à suivre là-dessus. Oui, bonjour. Ma question portait sur les délais ou la durée de la médiation. En fait, je sais que devant les tribunaux, en ce qui a trait à justice environnementale, on voit que les cabinets d'avocats des grandes entreprises utilisent des véhicules procéduraux pour augmenter les délais, pour que quand le juge tranche, la question soit au final nulle. Par exemple, parce qu'il y a eu une coupe à blanc qui était contestée ou la coupe à blanc contestée a eu lieu, puis l'augmentation du risque de glissement de terrain, par exemple, s'est matérialisée. Je me demande quelle méthode vous mettez en place dans un contexte de médiation lorsqu'il y a des situations comme ça qui se présentent pour que la médiation ne devienne pas, si on veut, un paravent à l'entreprise ou un paravent de bonne foi de l'entreprise qui, au final, procède quand même à, encore une fois, l'exemple de la coupe à blanc contestée. Alexandre, il y avait quelque chose aussi. Alexandre, tu as quelque chose? Tiens, commençons. Ben oui, mais c'est une des recommandations de notre rapport sur la justice environnementale, c'est d'avoir au sein du gouvernement québécois une étude différenciée et régionale, admettons, quand il y a des situations, des projets de développement, de réaménagement qui se partent, puis c'est pour ça la nécessité d'avoir ces données-là aussi qui sont fondamentales. Et qui éviterait peut-être ces défis-là un peu, ces parties de ping-pong interminables entre le cabinet d'avocats d'une entreprise X et versus le système juridique. Fait qu'en ayant ces notions-là au sein des différents ministères du gouvernement, ça permet peut-être justement, tu sais, de désescalader cette forme de situation-là aussi. Puis c'est une de nos recommandations qu'on désire mettre de l'avant, c'est d'avoir justement un bureau de la justice environnementale à l'intérieur du gouvernement québécois qui prend en considération ces décisions-là. Moi, je dirais que là-dessus, faut se rappeler que la médiation, c'est un processus volontaire dans lequel les parties s'impliquent de bonne foi. Quand la bonne foi n'existe pas, on détecte assez rapidement et généralement, ça fait en sorte que les processus sont pas très longs. Mais aussi, ce que je dirais, c'est qu'il y a des fois, on peut mettre des conditions en place pour cette médiation-là. Il peut y avoir effectivement des conditions, par exemple, si c'est une question de coupe imminente, ben on peut effectivement dire, ben une des conditions d'embarquer en médiation, c'est qu'il y a une pause sur cette opération-là. Donc, il est possible effectivement de mettre dans une médiation les conditions qui font en sorte que les parties, et d'ailleurs souvent, ça va être les parties qui vont les émettre ces conditions-là, en tant que condition de participation puis d'implication puis du maintien à la participation au processus. Et c'est aussi, je dirais, le rôle de la médiatrice ou du médiateur de vérifier que les parties
parce qu'il y a toujours des rencontres individuelles qui vont se faire avant, de détecter si effectivement les conditions sont propices à une médiation ou effectivement c'est plus une stratégie d'une partie ou d'une autre, hein, d'éviter quelque chose ou de créer des délais ou enfin toute autre situation. Donc, je dirais que c'est ces deux éléments-là, le fait de négocier. Les processus de médiation, en fait, c'est des processus qui sont négociés à la base. On commence par négocier le processus avant de rentrer dans le contenu. Donc, tous ces aspects-là sont généralement traités dans un premier temps. Savoir qui participe, quelles sont les conditions nécessaires pour participer, combien de temps ça va durer, sur quoi porte la médiation. On n'entame pas une médiation environnementale en parlant du contenu puis de l'objet spécifique du différent. On négocie dans un premier temps le processus. C'est ce qui fait en sorte que, dans le fond, on peut éviter ce genre de situation-là. La plupart du temps. Souvent. Un énorme merci à vous deux pour votre contribution. Je veux que vous receviez les applaudissements d'abord.